Bonjour à tous et bienvenue dans le Pod Yaourt. Avant de commencer cet épisode, je voulais tout simplement vous demander un petit coup de main. Comme vous vous en doutez, travailler sur ces épisodes prend du temps. Parfois beaucoup de temps. Alors si vous avez quelques secondes devant vous pour liker le podcast sur les plateformes, le noter avec les petites étoiles, le commenter et aussi le partager, ça serait vraiment super chouette et ça pourrait être d'une aide précieuse. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 3, épisode 11. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Pod Yaourt. Aujourd'hui avec mes invités, et oui parce qu'ils sont deux, on va parler sport et notamment course à pied. Si vous êtes un amateur de running, il est possible que vous connaissiez l'un de mes deux invités, son nom sur les réseaux, Running Addict et ses 128 000 abonnés sur Insta, 216 000 sur YouTube. Depuis des années maintenant, il raconte sa passion pour la course et prodigue de bons conseils pour vous permettre de vous améliorer. Il est accompagné aujourd'hui de sa compagne dans la vie, une amie de longue date. Nous étions ensemble sur les bancs de l'école primaire, photographe et graphiste de talent. Elle décide il y a quelques années de suivre son compagnon dans la folle histoire du running et ils créent ensemble en 2019 la marque Campus Coach, une application de coaching personnalisée pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Nicolas Spies et Elodie Le Pape. Bonjour à tous les deux. Salut Bonjour Pierre. à toi. Je suis très content de vous accueillir les amis parce que sans mauvais jeu de mots, ça fait longtemps que je vous cours après. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Ouais, j'imagine que l'emploi du temps est chargé. Ouais, en plein de projets, j'ai plein d'idées tous les jours, donc j'essaye de... Dès qu'il y a un trou, j'arrive à remplir mon agenda avec de nouvelles idées, donc il faut réussir à vivre à côté de ça aussi quand même. Et je le disais depuis 2019, depuis ce début de cette aventure Campus Coach, ça ne s'arrête pas. Comment ça se passe ? C'est un puissant fond de projet. C'est vraiment une grande aventure en fait. En fait, quand on se lance dedans, on se doute pas à quel point ça va être intense. Et en plus, on a la chance d'être accompagné par beaucoup de gens bienveillants, très compétents. Donc, c'est un plaisir chaque jour. On va bien sûr reparler de cette aventure Campus Coach plus tard un petit peu dans l'épisode. Je voulais d'abord qu'on parle de running, évidemment. Il y a des chiffres qui sont tombés il n'y a pas très très longtemps. J'aimerais qu'on y jette un petit coup d'œil. En 2024, 12 millions de Français déclarent courir. 8 millions, plus d'une fois par semaine. On est plus sur une mode, on est carrément sur un phénomène de société. Est-ce que vous connaissiez ces chiffres et déjà, est-ce que ça vous étonne qu'il y ait autant de monde qui court ? Moi, ça m'étonne pas parce qu'au final, quand on court en bord de mer au Havre le week-end, on se rend compte qu'il y a autant de coureurs que de marcheurs quasiment. Donc, on voit l'évolution. Et puis moi qui courais à une autre époque, commencé à courir en 2004, je me rappelle, la différence, elle est sensible au final. Toi, ça t'étonne, Elodie, ce nombre de coureurs en France aujourd'hui ? Non, je pense qu'il y a un phénomène aussi où les gens pensent de plus en plus à leur santé, on en parle beaucoup. Et la course, c'est un des sports les plus simples à faire. On a juste à prendre des baskets et sortir dehors. Et moi-même, je commence à m'y mettre et un tout petit peu apprécier. Donc, sachant que ça fait à peu près 20 ans que Nico essaye de m'y mettre. Ah, Anecdote, on est 4 associés sur campus, 2 qui sont pas du tout coureurs de base, et aujourd'hui les 2 courent. C'est pas devenu leur passion, mais
Ils s'y sont mis et ils se sont rendus compte que ça avait du positif. Donc, il y a un début à tout. Alors, après 20 ans de pression intense, j'imagine, quel a été le déclic ? Je pense que c'est l'équipe autour de nous, de campus. En fait, quasiment tout le monde est coureur. Ou en tout cas, et puis pas que coureur, c'est vraiment passionné de course. En tout cas, ça se ressent quand on parcourt un peu votre site. On sent que c'est un peu l'ADN. Oui, voilà. C'est pas une secte, mais c'est une bonne secte, on va dire. Les gens sont contents, ils en parlent tout le temps et tout. Et du coup, quand on n'est pas dans cet état d'esprit de course, on se dit, ils ont l'air vraiment très heureux et j'aimerais ressentir ce qu'ils ressentent. Et donc, du coup, je me suis dit, de base, la course, c'était pas quelque chose. Moi, je suis plus sport ou ludique, danse, etc. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais bien, moi aussi, être capable de courir un 10 km, un semi-marathon et ressentir cette joie à l'arrivée, etc. Donc, et de pouvoir courir avec les gens aussi, en fait. C'est ça, exact. De partager quelque chose. C'est ça. C'est drôle, t'as employé un mot hyper fort, secte. C'est vrai que de l'extérieur, en tout cas, quand on n'est pas du tout coureur, c'est cette mode de courir à plusieurs, des clubs de running là, qui fleurissent un peu partout en France. Le lundi soir, on peut voir une trentaine de personnes qui vont courir devant une terrasse d'un bar. Donc, ça peut paraître un peu bizarre au début. Et c'est vrai que pour l'extérieur, ça fait un peu secte. Est-ce que vous comprenez que ça puisse paraître un peu bizarre, cette mode de l'extérieur, en tout cas ? Je le comprends. Et en même temps, en fait, à une époque, on voulait pousser le « allez-y ». Il faut le faire. Et en fait, je fais plus du tout ça. Maintenant, c'est justement, montrons l'exemple. Plus on sera à justement se regrouper et moins ça paraîtra bizarre. Et je suis assez convaincu qu'un jour, en fait, ça sera l'inverse. Le running et le sport en général est un moment social qui fait que, au lieu d'aller au bar à 18h, on n'a pas besoin de faire ça. On va juste courir 1 heure ensemble. On peut boire un verre après, d'ailleurs, c'est pas interdit. C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans les clubs de running. Et en fait, plus il y en a qui le feront, moins ça paraîtra bizarre, parce qu'en fait, on va juste voir passer des gens qui ont l'air heureux, de se dire, au bout d'un moment, tout le monde est converti à ça. Quand tu te dis, ils ont l'air de prendre du plaisir à faire ça, je ne vois pas pourquoi ça serait anormal. Ça l'était au tout début, quand il y avait 2 groupes de course et que tu n'en voyais jamais, et que tu disais, c'est quoi ces gens ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de monde qui disent, c'est quoi ça ? Parce qu'il y en a plein des groupes de course. On est habitué à les voir maintenant. Ouais. Et du coup, c'est à force de véhiculer les messages et que ça se spread, ça se répande, merci beaucoup, petit à petit. Tout le monde devient un ambassadeur à son niveau sans forcément le dire. Encore une fois, c'est juste dire moi, je me sens bien. T'as pas besoin après de dire fais-le. Parce que si tu as 5 personnes qui font la même chose autour de toi et qui se sentent bien, d'un moment, le cerveau humain va se dire peut-être que ça vaudrait le coup que j'essaye, et sera de moins en moins réfractaire. Ce qui s'est passé avec moi. Hein. Voilà. Puis en plus, j'ai un papa marathonien, un beau-frère aussi coureur. Marathonien aussi. Marathonien aussi. Donc au bout d'un moment, trop de pression. Ouais, c'est ça. Il faut que je teste, quoi. Fallait s'y mettre. C'est ça. Quand on dit course à pied aussi, on pense très souvent sport solitaire. Effectivement, tous ces clubs qui fleurissent aujourd'hui montrent un peu le contraire, que finalement c'est aussi quelque chose d'assez collectif. Qu'est-ce qu'il y a justement de collectif et qu'est-ce qui rassemble dans le fait de courir ensemble à plusieurs ? Moi, il y a un côté que je trouve intéressant dans la course, c'est que on a un côté social ou des niveaux sociaux où en fait, une fois que tu es en tenue de course, tout le monde est rendu au même niveau. Donc, il n'y a plus de « Ah, mais toi, tu fais quoi dans la vie ?» C'est potentiellement, tu ne le sais pas et c'est très bien. Ça permet une mixité sociale, d'échanger avec des gens avec qui tu n'aurais jamais parlé dans la vie. Et en fait, juste te centrer autour d'un point qui est le running. Et après, on partage. Et ça, je trouve ça assez fort, en fait, quand dans une société comme aujourd'hui, où on est de plus en plus clivés, chacun dans des camps, à mettre tout le monde dans des boîtes. En fait, quand on est en train de courir, ça n'existe plus. Et nous, c'est ce qu'on essaye de véhiculer dans les groupes de course aussi, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de... Si on est beaucoup, peut-être que tu peux splitter en 2 groupes pour que ça fonctionne, mais on essaye de trouver le juste milieu qui fait que tout le monde, quel que soit son niveau, trouve ça agréable. Ce qu'on appelle en anglais les social runs. T'es pas là pour regarder à quelle vitesse tu cours, t'es juste là pour profiter. Et le but, c'est de rester en groupe. C'est pas que chacun aille à son niveau. En fait, c'est vraiment
de créer du lien et de rencontrer des gens, ce qui est pas simple aujourd'hui, ce qui est moins simple aujourd'hui peut-être que dans le passé, vu qu'on est plus collé à nos écrans ou à... Ça donne des opportunités. On a un slogan sur notre communauté qui est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc du coup voilà, c'est aussi l'idée que chaque personne puisse. Souvent les gens quand ils débutent ils se découragent ou ils se dévalorisent aussi. Donc l'idée aussi c'est de faire un effet de groupe où les gens vont s'auto-motiver et s'encourager. Et c'est vrai que nous sur notre communauté, on a très 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 peu on a beaucoup de bienveillance quoi, plutôt l'inverse. On a très peu de gens qui viennent pour montrer les gros muscles et voilà et on n'est pas à la salle de sport quoi. Ouais, on n'est pas à la salle de sport quoi. Les gens sont vraiment là pour encourager les autres, les faire. En fait, tout le monde s'élève, se tire vers le haut. Et donc ça, c'est aussi intéressant dans la course. Oui, c'est solitaire, mais ensemble, il y a une émulsion quoi. On va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Effectivement, le running, Elodie, tu le disais pour Nicolas, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Elle vient d'où cette passion, Nico, pour la course à pied ? Très simplement, moi, j'ai toujours aimé le sport, mais mon meilleur ami faisait de l'athlétisme. Je l'ai suivi. Et puis j'ai trouvé je demande encore pourquoi, parce que s'entraîner en plein hiver sur un stade d'athlétisme au Havre en plein vent et sous la pluie. Et t'as fait pire en plus, hein, parce que t'as vécu quelques années au Canada, donc. C'est vrai. Voilà. Ouais, mais tu vois, si je devais comparer, des fois l'hiver ici, quand t'as une journée où il pleut, où il y a du vent, ça n'a pas grand chose à envier à ce que tu peux avoir comme condition au Québec, où en fait. Le froid, c'est pas si dur quand t'es bien couvert. Ouais. Et t'as des belles journées où en fait il peut faire froid, ça va être très agréable de courir. C'est comme ici en fait. Les pires journées, c'est quand t'es autour de 0 degré, qu'il y a du vent, un peu de pluie. Là, c'est les conditions de l'enfer. C'est là où il faut être le plus motivé. Là, on est en février maintenant. On est dans la période la plus dure pour les coureurs où il faut être motivé vraiment pour aller courir. Mais on sait qu'on va dans le bon sens, les journées rallongent et quand on va être au printemps, on sera assez en forme pour en profiter de ces belles journées de printemps et c'est ça la petite motivation qu'il faut se garder en tête. C'est d'autant plus dur qu'en ce moment, je crois qu'on est dans la préparation de pas mal de courses assez importantes. Donc en France, généralement, cette prépa, c'est plutôt une prépa d'hiver, quoi. Ouais, ça c'est pas facile. Mais c'est pareil, quand on a un objectif, je dis souvent, se mettre un objectif, c'est le meilleur moyen de rester motivé parce qu'on sait pourquoi on le fait. À quel rythme tu cours, Nico ? Je n'ai pas de rythme précis, mais on va dire que la moyenne de mes runs, autour de 12-13 km/h. Et combien de fois par semaine ? Là, j'ai pas mal réduit. 12-13 km/h, mais c'est énorme. Ouais, j'avais pas capté là. Ça. Parce que moi, je suis à 5... non. 5 minutes. Ouais, voilà, 5 minutes 15 par kilomètre. Oh, ça fait 11,5 ça. On n'est pas si loin. Ah ouais ? Ouais. Parce que je t'ai déjà vu 2-3 fois courir sur la plage. Tu m'as croisé plus de fois que je t'ai croisé. Après, il y a l'allure moyenne et sur un marathon, je vais courir plus vite que ça, par exemple. Mais qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire. Combien de fois par semaine ? Oui. Pour une prépa marathon au niveau que j'ai voulu atteindre l'année dernière, j'étais sur du 10 fois. Wow. Là, j'ai tourné cette page et je repars sur un cycle où je privilégie le campus, le travail, et je vais courir 4-5 fois par semaine et ça sera très bien. C'est déjà pas mal. Mais oui. Du coup, la récupération, c'est assez court chez toi. L'avantage, en fait, le corps humain fonctionne comme ça, c'est que plus on le stresse sur quelque chose, plus il s'améliore. Et en fait, ce que j'ai développé avec le temps, c'est une capacité à récupérer plus vite. Et courir 2 fois par jour était devenu quelque chose de faisable. Là, si je le fais demain, pas possible, parce que ça, c'était il y a 4 mois maintenant. Donc, tout est faisable, mais il faut amener les choses progressivement. Et avec les années, en fait, ton corps devient de plus en plus résilient. Mais là, aujourd'hui, courir 5 fois par semaine, c'est beaucoup, parce que dans mon contexte actuel, c'est beaucoup. Donc, il faut vraiment toujours prendre en compte qu'est-ce qu'on fait et comment on gère son énergie. En fait, c'est pas illimité. Dans ton contexte, tu veux parler de ta vie perso, de ta vie pro ? C'est un peu tout ça. C'est ça. C'est ce que je l'expliquais dans une vidéo hier. Dans une journée, on a 100% d'énergie. On peut en faire ce qu'on veut, mais on pourra pas faire 120%. Donc, il faut décider où on met ce 100%.
Et voilà, c'est juste une priorisation. Après, il n'y a pas de mauvais choix. Tant qu'on laisse au moins un petit 10% de son énergie dans la semaine pour faire une activité physique, parce que ça fait partie de bien se sentir au global. Qu'est-ce qui te plaît tant dans la course à pied ? Moi, ce que j'aime... Je crois que Élodie a envie de poser cette question aussi. Justement, en fait, le côté que les gens voient quête de performance, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la performance en tant que telle, c'est l'amélioration. Je suis ingénieur logistique de base, donc c'est un petit peu la formation, c'est comment on optimise les choses. Je suis passionné d'optimisation et de me dire comment, en fait, en jouant avec tout ce qu'on a en nous, on va réussir à amener son corps à un niveau plus élevé de jour en jour. Et ça marche sur le sport, mais ça marche aussi sur tout le reste, en fait. Mentalement, dans ses habitudes de vie, dans le travail, en fait. C'est pas moi qui l'ai inventé, on l'entend souvent, mais si on est un tout petit peu meilleur chaque jour, à la fin de l'année, on va avoir progressé énormément, en fait. Et dans toutes mes activités, c'est ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour être un tout petit peu meilleur qu'hier. Et toi, Élodie, tu as toujours connu Nico passionné de running. Comment tu voyais cette passion au début ? Le fait d'avoir un père coureur, déjà... En fait, j'ai baigné dedans. Hein. J'allais au cross le dimanche avec ma mère pour aller l'encourager et ma sœur. C'est pas commun, ça. Ouais, j'ai toujours baigné dans la course à pied, donc je sais pas si instinctivement je suis allée vers quelqu'un qui aimait la course. Ah, il y a peut-être un sujet psychologique là-dessus, les amis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a jamais choquée et pour moi, c'était naturel qu'il fasse du sport. Et en plus, au début, c'était vraiment de manière très amateur. Jusqu'à ce qu'on vive en région parisienne, je pense c'était vraiment tu faisais 2-3 courses par-ci par-là, t'allais courir avec Félix, etc. Mais voilà. Et c'est vraiment quand on est parti au Canada qu'il a commencé à vouloir faire un blog. Et c'est de là que il y a une tangente de OK, maintenant je m'y intéresse pour de vrai parce que je pense qu'il en avait marre de se blesser. Et il y a eu cette idée de mais c'est bizarre, comme il disait, il aime l'optimisation et tout, donc il s'est dit OK, il faut que je comprenne pourquoi je me blesse et comment je vais pouvoir améliorer ça, quoi. Il y avait une réflexion très intellectuelle au fond, voilà, de vouloir effectivement, comme tu le disais, ta formation a un peu divagué sur ta passion et vouloir toujours l'amélioration, c'est ça ? Ouais, exactement. Mais il y a vraiment ce moment où pourquoi j'ai commencé à faire tout ça ? Parce que moi, personnellement, je me posais des questions, j'avais envie de comprendre. Et après, le reste a découlé. C'est en fait, l'écrire, le poser sur le papier, ça aide à... c'est une manière d'apprendre. Quand on est à l'école, pourquoi on prend des notes ? C'est pour retenir les choses. C'est pas juste pour les relire après. Moi, je sais que j'ai ce côté, si je formalise bien les choses, en fait, OK, j'ai compris. Et puis après, tu fais ça sur plein de sujets et au fur et à mesure du temps, tu intègres toute la complexité d'un sujet. Mais la course à pied paraît simple et en fait est au final très complexe si on veut vraiment comprendre tous ces aspects. Donc, ça a pris quelques années. Vous m'avez fait une super transition parce que vous avez parlé du blog. C'était ce dont je voulais parler juste après parce que finalement, le blog, c'est un peu le point de départ de tout ce qui est arrivé, ce qui vous est arrivé après. Tu le disais, Élodie, c'est au moment où tu as voulu comprendre les choses que tu as commencé à écrire. C'est vraiment ça le point de départ du blog ? Je vais laisser Élodie donner le point de départ parce qu'il est encore un petit peu avant ça. Quand on a démarré le blog, j'avais pas encore concrètement cette idée en tête. Tu veux que je raconte quand tu m'as sorti il y a un dossier là. Non, mais en gros, il y a un point de départ qu'on retient parce que c'est un soir, on habitait à l'époque à Rambouillet et je pense que chacun, surtout lui, il s'ennuyait un peu dans son job, etc. Et on était devant la télé un soir et je vois très bien le moment où il me regarde, il lève les yeux, il dit « J'aimerais bien écrire un blog. Est-ce que tu peux m'aider ?» Parce que du coup, moi, je suis graphiste. En quelle année on est ? On est en 2013. Ouais. C'est ça. 2013, ouais. Donc, 1 an avant qu'on parte au Québec.
On savait pas encore qu'on partait au Québec. Mais du coup, voilà, donc il a lancé son blog sur WordPress comme des millions enfin peut-être pas des millions, mais des milliers de personnes ont lancé leur blog. Ouais, à l'époque, c'était très populaire, les blogs. Ouais, c'était assez populaire. Et du coup, moi, je l'ai aidé un peu. On a fait 2-3 photos parce que je faisais un tout petit peu de photos, mais c'était pas encore ma passion vraiment. Et puis, je l'ai aidé à monter un peu le site, quoi. Mais c'était vraiment bootstrap, un couple qui crée un projet ensemble, quoi. Vraiment. Au Puis début, c'était ça. À la base, c'était peut-être aussi, je veux dire, sur votre temps libre. Oui. Le but n'était pas du tout d'en faire quelque chose de professionnel. Ça a pris des années avant qu'on l'envisage. Oui, parce que le moment où ça se professionnalise, c'est en 2017. Donc, il y a 4 ans qui sont passés. Donc, le blog marche assez rapidement. Ouais, je dirais que pour moi au tout début c'était vraiment un blog personnel où je raconte j'ai été courir tes séances quoi. Ouais, donc ça crée une petite audience mais toute petite et c'est après je le situe pas exactement mais le moment où je me suis dit en fait ça m'intéresse, j'ai envie de comprendre et là j'ai commencé à y joncher 2-3 réflexions en fait que j'avais et c'est ça qui a le plus pris. C'est là où les gens ont commencé à mettre des commentaires et poser des questions sur les réflexions que je me faisais. Et en réalité, si je tire le fil, c'est toujours ce que je fais aujourd'hui, parce que dans mes vidéos, souvent, je dis pas c'est ça, j'amène une réflexion avec de la nuance, et en fait, faire comprendre qu'il n'y a pas de vérité absolue avec le corps humain, parce qu'on la connaît pas encore, peut-être qu'avec l'IA, on la connaîtra, mais on la connaît pas encore parfaitement, la vérité. Et du coup, il y a juste des questions qu'on se pose, qui font avancer la réflexion et qui font cheminer à voilà la méthode qui semble être la plus adaptée. Et ça s'est fait d'article en article au fur et à mesure des mois, des années. Et pourquoi j'ai continué, je pense que c'est ce sujet optimisation, parce qu'en fait, tu fais un blog, il y a des statistiques, tu dis cool, des statistiques. Et quand tu aimes bien ce sujet, c'est un jeu en fait. Pour moi, depuis le début, tout est un jeu de comment on fait pour tirer le fil et continuer de faire grandir tout ça? Tu te rends compte à ce moment-là qu'il y a de l'engagement, effectivement, tu le dis, il y a des commentaires, les gens se répondent un peu. Est-ce que toi aussi, t'en apprends dans cet univers, dans ce premier blog? Énormément, parce que, en fait, vu que j'étais intéressé par le sujet blogging au sens large et comment on développe ça, moi j'ai appris sur le SEO, qui est comment on fait pour bien se classer sur Google. Je me suis intéressé à comment bien écrire un article en fonction de ça. J'ai été regarder ce que faisaient les autres blogs qui fonctionnaient à l'époque pour essayer de comprendre un petit peu la mécanique qu'il y avait derrière. Et en fait, au fur et à mesure, en faisant ça, en continuant d'apprendre sur la course à pied, tu crées des articles. Je ne sais pas quel est le premier, mais admettons que ça soit comment débuter la course à pied. Possible que ça soit dans les premiers. Tu écris un truc avec tous les conseils qui te semblent évidents, dans une structuration qui va permettre de le faire ranker, comme on dit. Donc tout ça, c'est finalement très carré, très mathématique, quoi. Ouais. Il y a une formule pour que potentiellement ça marche. Personne connaît la formule, mais si tu cherches, tu comprends tous les éléments qui la composent. Donc en fait, c'est comment je crée le meilleur contenu dans le format qui va permettre d'arriver à le placer. Et ça aussi, ça te plaît, j'imagine. Effectivement, tu disais vouloir vraiment, encore une fois, optimiser le contenu que tu proposes, comme tu optimises la course à pied, quoi. Finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est toujours la même chose, quoi. Exactement. Et Il est fatigant. Fatigant, voilà, c'est ça. Mais même moi, je me fatigue moi-même avec tout ça parce que d'un moment, c'est bien de vouloir optimiser, mais des fois, à vouloir tout suroptimiser dans la vie, c'est fatigant. Est-ce qu'à cette époque-là, tu deviens autant addict à la course à pied qu'à nourrir ton blog? Oui. Ouais, concrètement, je courais pas. Enfin, je courais peut-être 4-5 fois par semaine, grand max, à l'époque. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais c'est ce que font beaucoup de gens. Et le blog, c'était, je pense, une bonne partie de mes fins de journée et soirées pour essayer de le développer. Oui, parce que vers la fin, avant qu'on professionnalise, entre guillemets, il avait des doubles journées, quoi. Il avait sa journée de travail et sa journée de blog, en fait. Donc, au bout d'un moment, il a fallu choisir, quoi. On en arrive justement à votre départ au Canada. Vous arrivez au Canada, tous les deux, vous êtes dans vos jobs respectifs, vous continuez votre vie professionnelle, mais le blog, le début des vidéos, tout ça, ça commence un peu à devenir sérieux à ce moment-là. Ouais, concrètement, je pense 2013, 14, 15, c'est vraiment le début.
2016, je pense que ça commence à être très sérieux et c'est là où il y a la première vidéo. Donc en fait, il y a déjà une diversification il y a un blog, il y a des réseaux sociaux et il y a de la vidéo. Donc ça commence à faire plusieurs activités. Et 2016-2017, c'est vraiment le shift de ok, ça me vraiment passionné par ça, j'y passe de plus en plus de temps, même au boulot. Mon Canada très ouvert, donc en fait j'avais un boss qui était le meilleur du monde parce qu'en fait lui il voulait juste que ce que j'ai à faire soit bien fait et ce que je faisais à côté ça l'intéressait pas entre guillemets, c'est bah vas-y fais ce que tu veux tant que ça avance, moi ça me va. Donc j'étais très ouvertement aussi en train à certains moments de travailler sur mon blog à mon poste de travail en open space et tout le monde le savait et c'était donc ça me prenait j'essayais de gérer les deux en fait dans la journée. Et quel est l'élément déclencheur qui te fait passer de pas professionnel à professionnalisation du truc? C'est le visa. C'est le visa. Ouais, mais il y a un double. Y a ça. Je pense qu'on a. Il y a la partie. Je te laisserai parler de l'autre partie, mais il y a la partie où on est dans un pays étranger, on a besoin d'un visa de travail. Et tant le visa de travail est à rattacher à l'entreprise, donc tant qu'on est comme ça, on peut pas. C'est ça. Au Canada, c'est l'entreprise qui finance le visa. Oui, c'est ça. Plus ou moins. On va dire que c'est on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc tant qu'on est rattaché à l'entreprise, on ne peut pas changer ou se mettre à son compte ou autre quoi. Donc du coup, on attend d'avoir la résidence permanente qui est la carte verte américaine. Comme la carte verte américaine, pour se dire ok, maintenant c'est bien beau tout ça, mais on va se professionnaliser. Donc Nico quitte son job, moi aussi, mais pas pour rejoindre sur le blog, pour être à mon compte, mais du coup ça me donne plus de temps aussi pour aider sur la photo, sur le graphisme, etc. Et toi, tu pars dans cette aventure, dans quel état d'esprit justement tu pars dans cette aventure avec Nico? Moi, j'ai toujours mon métier je suis graphiste, donc du coup, ça me plaisait plus du tout ce que je faisais là où je travaillais. Donc, je profite de cet engouement on part, il se met à son compte. Je me dis, ok, fine, j'y vais aussi. Et du coup, comme je disais, ça me laisse plus de temps pour l'aider. Et vu qu'on voit que ça marche, moi, ça m'intéresse aussi. Ouais, ça me motive. Je me dis, il faut qu'on continue, qu'on fasse des meilleures photos. Il se met un peu à la vidéo, donc on commence à s'intéresser aussi à ça. Moi, dans mes études, j'avais fait un peu de montage vidéo, donc je me remets un peu la tête dedans. Donc voilà, à deux, pareil, encore bootstrap. On apprend des nouvelles choses et on se dit ok, maintenant que tu vas gagner ta vie juste avec ça, il va falloir monter d'un step en qualité aussi quoi. Vous restez au Canada combien de temps? 9 ans. Vous avez la citoyenneté? Oui. Vous pouvez voter au Canada. On peut voter. Magnifique. Ouais. Vous êtes revenu il n'y a pas très très longtemps, 2 ans? Ouais. 1 an et demi. Un an et demi. Qu'est-ce que vous ont appris toutes ces années au Québec? Moi, je dirais l'ouverture d'esprit. Enfin, je trouve que il y a un côté nord-américain qu'on véhicule un peu, mais qui est très... typiquement, le jour où j'ai dit à mon boss, en fait, entre les deux, je choisis mon projet autour de Running Addict, il m'a dit trop bien. Peut-être que c'est un cliché, mais j'ai l'impression qu'en France, c'est moins le cas. Et on va... Je pense que tu as raison. Je partage ton avis. C'est jamais une généralité dans tous les cas. Évidemment. Mais c'était très comme ça, je l'ai beaucoup vécu en bas de ce côté, je peux travailler sur mon projet en parallèle et être ouvert dessus. Et en fait, il n'y a pas ce côté, ah oui, mais du coup, tu as du temps, donc tu pourrais travailler plus et je vais t'en redonner encore. Ce côté où on est très productif en France, c'est très bien, c'est reconnu mondialement, mais peut-être un peu jusque-boutiste aussi parfois. Et le côté ouvert là-bas au projet perso, à essayer de l'encourager. Et à pas limiter les gens dans leur développement, j'ai trouvé ça en fait au Canada et surtout en Amérique du Nord, tu as le droit à l'échec aussi. Et on te donne la chance de te tromper, alors qu'en France, il faut que tu sois tout de suite performant. Quand tu dis le droit à l'échec, c'est que l'idée de l'échec est presque encouragée en fait. Exactement. Ouais. C'est pas encouragé, c'est qu'on te dit vas-y, essaye. Et si tu échoues, c'est pas grave. La preuve, il m'avait dit si dans 6 mois tu veux revenir, je te reprends sans aucun doute. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de rancœur là-dessus. Mais l'échec est tout aussi détesté, mais tu sais que
échouer fait partie du process et il faut risquer d'échouer pour réussir en fait. Donc c'est beaucoup plus mis en avant cet aspect-là. Vous êtes revenu il y a 1 an et demi, tu l'as dit Élodie, donc 9 ans à Montréal, 9 ans au Québec, c'est une grande partie de votre vie. Est-ce que des fois ça vous manque ? Un petit peu, forcément, parce qu'on a créé notre vie, entre guillemets, adulte au Québec. On s'est construit professionnellement au Québec. Donc là, on est un peu en phase de réapprentissage de la vie en France. Et on a tout notre réseau, nos amis là-bas. Donc forcément, il y a une nostalgie. On n'est pas parti fâché du Québec, au contraire. On est parti parce qu'il y avait d'autres opportunités en France. Mais voilà, je suis retournée en octobre et ça m'avait... Enfin, j'ai l'impression de ne pas être partie, en fait. Donc, t'as l'impression d'être un peu chez toi. Oui, voilà, c'est ça. J'ai l'impression... tout de suite, je reprends l'accent, je reprends les expressions. C'est vrai que j'étais venu chez vous à un très bel appartement à côté du stade olympique. Oui. C'est vrai que ça m'avait choqué l'accent, les là à toutes les fins de phrase. Ouais, voilà. Ça... Toi, tu l'avais pas trop pris, je crois, cet accent. Si, parce que dans les vidéos, on m'a régulièrement dit mais tu as perdu ton accent. Mais c'est parce que je travaillais avec des Québécois. Quand je me suis mis à mon compte, j'ai perdu ce lien-là très récurrent. En fait, on fait tous du mimétisme dans tous les cas. Et quand on est dans un environnement, on va se fondre dedans petit à petit. Et d'autant plus quand on y reste 9 ans. Mais on le repère. Bon, vous avez changé l'accent québécois pour l'accent cauchois. Voilà. Vous êtes revenu donc il y a 1 an et demi. Pourquoi revenir, tout simplement? Plein d'aspects. Il y a un aspect familial où en fait, nous deux, nos familles sont ici. Donc après 9 ans à se voir maximum 1 fois par an, il y avait un côté, ça serait bien quand même de rattraper un peu ça et de se voir plus. Et le côté 9 ans au Québec, très bien. Est-ce qu'on n'a pas une page à tourner et à essayer autre chose ? Puis le côté pouvoir être sur des événements avec Running Addict, avec Campus, participer à plus de choses qui se passent en France. En gros, c'était une somme de plein de petits éléments qui nous ont fait dire bon, c'est le moment de revenir. Et c'est pas définitif parce qu'on a attendu d'avoir justement cette fameuse citoyenneté pour se dire si dans 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans on change d'avis, on peut. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes libre d'aller et venir entre les 2 pays. Exactement. Et ça, c'est un luxe. Oui, c'est un vrai luxe, clairement. Non, j'ai rien de plus à dire, juste c'est un luxe, ouais. En tout cas, c'est beau d'avoir les 2 passeports. Donc, vous revenez au Havre. Sur les coins dans lesquels vous aimez courir au Havre, lesquels sont-ils ? Moi, je cours pas beaucoup, donc... Toi, tu cours à la plage. La plage, voilà. Et j'aimerais bien un peu aller à la forêt. Non, j'aimais bien aussi aller l'année dernière, parce que je cours par intermittence. Là-haut, au jardin suspendu, c'est pas mal aussi. Ouais, ok. Et toi, Nico ? Bord de mer, parce que le paysage change tous les jours, que ça soit... soleil, nuages, les marées, moments de l'année. En fait, c'est différent tous les jours. Donc j'aime cette petite routine de faire mon aller-retour. Mais sinon, le Cap de la Hève, monter là-haut et courir au bord de la falaise. Pas trop au bord, mais je trouve ça vraiment agréable. Tu as commencé à en parler tout à l'heure. Tu as dit qu'il y avait beaucoup de coureurs sur la plage du Havre. Est-ce que, à votre avis, le Havre est une ville de sport et de sportifs ? Oui, mais il y a quelque chose qui manque quand même pour la course à pied, c'est avoir une piste d'athlétisme accessible. Au-delà de la périphérie de la ville, il y en a une à Cocrioville. Okay. Il y en a peut-être une dans le quartier de l'Eure, mais je ne sais même pas si c'est accessible. Mais en gros, équipement pour coureurs en centre-ville, ça va être principalement du bitume. Et c'est bien de varier un petit peu les terrains quand on court. Et notamment, un équipement sportif serait le bienvenu, quelque part accessible à tout le monde, gratuit et qui encourage les gens un peu plus. Eh bien, écoute, si certains membres de la mairie nous écoutent, le message est passé. Vous êtes havrais tous les 2, vous l'avez dit, vous avez grandi ici, vous êtes partis, vous êtes revenus. Qu'est-ce qui vous rend fier d'être havrais et havraise ? Moi, j'aime cette ville dans le sens, à titre professionnel, c'est une ville sous-cotée, je trouve, sûrement, parce que le côté côtier, en fait, d'avoir une ville qui est quand même
grosse, qui a une belle activité avec ce bord de mer hyper agréable, il n'y en a pas 50. Proche de Paris, donc typiquement pour moi, capable d'aller en 2 heures à Paris, d'avoir une activité économique en fait liée à ça. En fait, c'est un peu ça, hein, c'est le fait de... Comme tu dis, elle est assez sous-cotée en fait. Il y a une architecture assez spécifique. On l'aime ou on la déteste. Moi, j'adore en tant que photographe. C'est un terrain de jeu incroyable. Et pas plus tard que mardi, je crois, il y a quelqu'un qui est arrivé dans mon cowork, qui vient d'arriver au Havre. Et je lui dis, mais pourquoi t'as choisi Le Havre? Parce qu'il vivait à Paris. Je lui dis, pourquoi t'as pas choisi genre Deauville? C'est quel genre de question ça? C'est mon pauvre. Pourquoi t'as choisi Le Havre? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Non, c'est plutôt, vu que tout le monde critique Le Havre, j'ai l'habitude maintenant, au bout de plus de 35 ans, je sais que Le Havre est pas du tout apprécié, ou en tout cas pas à sa juste valeur. On est d'accord. Du coup, je me suis dit, pourquoi lui, parisien et tout, pourquoi il a choisi Le Havre? Et en fait, il m'a dit, c'est la seule grande ville en France qui est à côté de la mer et qui est proche de Paris. Donc je dis, oui, c'est vrai qu'en fait... ça se tient. Ça se tient. Moi, je vais te donner un exemple. Pauline, qui est une vidéaste qui travaille avec nous, elle vient une fois par mois au Havre maintenant pour les tournages. On essaye de regrouper ça sur une journée spécifique. Et à chaque fois, je l'emmène à des points différents pour que on fasse pas les vidéos toujours au même endroit. Et à chaque fois, elle est en mode je sais pas si toi, tu as toujours ce côté, mais c'est beau. Enfin, la plage, à chaque fois, du coup, encore une fois, elle a un paysage différent en fonction de la journée. On était au jardin... ce qui est en dessous des jardins suspendus, là, je sais pas comment il s'appelle, le petit parc qui est très avec du fort dénivelé. Et en fait, elle voyait la mer, mais tu sais, on voit la mer qui paraît grande en fait. C'est comme si on avait un bocal qui était rempli avec le soleil dessus, les maisons. Enfin, on a vraiment des panoramas assez spécifiques. Et j'aime bien ce côté où je la vois être émerveillée par c'est beau quand même, mais il faut vivre la ville. Et pas se promener juste en centre-ville et dire il y a des immeubles en béton. Non, quand on vit quelque part, en fait, on va à tous les endroits, on essaye on a de la diversité en fait dans cette ville qui fait que c'est agréable. On a une grande forêt aussi, ce qui est quand même assez rare dans les villes d'avoir ça. Même plusieurs. Oui. Plusieurs forêts, ouais. Oui. Je pense à la forêt de Montjean, large, là, il y a Rouelle et tout, mais c'est rare d'avoir un aussi grand espace boisé à l'intérieur d'une ville, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Élodie, Nico, on va faire un petit jeu. Le but, c'est de répondre, je vais vous poser des questions, d'essayer de répondre tac au tac. Voilà, assez rapidement. Vu que vous êtes deux, on va commencer à chaque fois par toi, Élodie, et après toi, Nico. D'abord, que vous me donniez le quartier de votre enfance. Applemont. Bléville. Votre endroit préféré au Havre. Rue Piétonne. Cap de Lève. Celui que vous aimez beaucoup moins au Havre. Quartier de l'Eure. Je sais pas de quartier que... Enfin, moi, je trouve que tous les quartiers ont leur attrait, en fait, parce que je donne un exemple. Je me suis entraîné pendant 10 ans à Cocrioville, quartier qui, par définition, est pas le quartier préféré. Mais en fait, quand on y va, qu'on vit là-bas, en fait, c'est un quartier que j'ai aimé dans ce moment-là. Est-ce que là, j'y retourne aujourd'hui? Non, j'ai plus vraiment de raison, mais j'ai apprécié la vie locale avec justement la mixité qu'amène le sport dans un quartier comme ça. Enfin bref, c'était c'était mais totalement sorti du jeu. Écoute, le but aussi, c'est de s'expliquer, donc il n'y a aucun souci. Donc aucun, finalement, endroit au Havre que tu n'aimes c'est un message politique, ça. Mais non, mais c'est pareil, une réponse parce politique. Typiquement, je te donne la sortie longue que je fais en ce moment le week-end. Je fais un tour du Havre et je passe un peu dans tous les quartiers parce que juste ça me fait plaisir de revoir un peu tous les aspects de la ville et il n'y a aucun endroit que j'évite en courant en tout cas. Votre resto préféré au Havre? Le garde-manger. Le Lyonnais. La chose que vous détestez entendre à propos du Havre? Que c'est moche. Ouais, pareil. L'événement de l'année que vous préférez au Havre? Alors vu qu'on est rentré il n'y a pas si longtemps... Je dirais bien, il y a un truc d'art l'été, là, où il y a plein de... Un été au Havre? Ah bah voilà, un été au Havre, exactement. Je pense que c'était la fête de la musique où on était... Enfin bref, ça c'est pas que au Havre, mais ce côté où en fait tout le monde est dans la rue et tu te rends compte en fait du nombre de personnes qu'il y a dans une ville dans ces moments-là. Et tu te dis mais ils sont où ces gens-là d'habitude? Oui, ça me fait un peu le même effet. J'avoue que la fête de la musique c'est un peu une Madeleine de Proust. C'est peut-être le genre d'événement où on allait quand on était assez jeune et qui est toujours d'actualité. Donc ça nous rappelle de bons souvenirs. Votre artiste havrais ou havraise préféré, si vous en avez?
Bah, j'avoue qu'à part Laurent Ruquier que je connais, tu veux dire un artiste Ça peut. Mais ah oui, non. On a le vainqueur du Vendée Globe oui. de cette Charlie année Dalin. qui est. Non, qui est vrai. si, un artiste, là, c'est pas que Laurent Ruquier n'est pas contemporain, mais on va dire un peu plus jeune, c'est Mascarade. J'aime Mascarade. beaucoup. Ouais. Effectivement. Moi, j'ai envie de citer, mais j'ai pas son nom. Si, j'ai son nom, Rémi Santerne, sur Instagram, qui fait des belles photos du Havre, et photos, vidéos, drones, et que j'adore regarder parce que C'est j'aime vrai. ces panoramas. Si le Havre était un animal, Déjà un animal marin pour moi. Une salamandre. voilà. Évidemment, ce que tout le monde me dit. Non, moi j'aurais vu plus un cachalot ou une grosse baleine. Je sais pas, ça me fait penser aux gros bateaux. Ok, t'as bien Ouais. fait t'expliquer. Ça fait bizarre. C'était important. Bon voilà, merci pour ce petit jeu. On repart sur les questions traditionnelles. On va parler bien entendu de campus qui occupe maintenant une grande partie de vos journées. Je l'ai dit en intro de cet épisode, hein, vous avez créé donc Campus Coach, cette application de coaching personnalisé. Pourquoi ? Moi, le cheminement, je disais que tout a été logique. C'est qu'on est parti d'un blog où je répondais à des questions que je pouvais me poser, que les gens pouvaient se poser. Je l'ai fait en vidéo ensuite. Mais à chaque fois, tu réponds à une question, un sujet. Mais il y avait toujours une question fondamentale qui revenait derrière. C'est oui, mais comment je m'entraîne ? Comment j'applique ça à l'échelle de mon entraînement au global ? Ça, tu peux pas répondre avec une vidéo, un article. Donc, 2018, on réfléchit à ça, on crée des plans d'entraînement en PDF, fixe à l'époque, avec une newsletter qui chaque semaine amenait des conseils contextualisés en fait pour préparer le marathon de Paris de cette année-là. Tu les envoyais à la demande, ces Non. PDF ? Tu les vendais déjà ? Non, c'était gratuit. C'était gratuit. C'était le PDF est dispo. Inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez recevoir les conseils contextualisés semaine par semaine pour préparer ce marathon de Paris. On a 5000 personnes qui ont suivi ce programme-là. Énorme déjà. Donc déjà c'était cool. On a eu les super retours. À la fin on a fait un petit questionnaire pour comprendre comment ça s'était passé. Est-ce qu'ils avaient aimé ça ? C'était oui. On avait aussi posé je pense la question à l'époque de est-ce que vous seriez prêt à payer un produit autour de ça ? Avec l'entraînement, les conseils, une communauté. C'est déjà quand même assez proche de ce qu'on a fait derrière. Et les réponses étaient tellement bonnes qu'on s'est dit on va creuser le sujet et voir qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça. Et ça, c'était en 2019 2018. Ah non, je pense que j'aurais dit 2019. Moi aussi, mais en fait, j'ai vérifié, c'est 2018 et le cheminement nous a pris en gros une année ensuite pour arriver à rencontrer les bonnes personnes et à mettre ça en place derrière. C'est à ce moment-là aussi que vous décidez tous les deux de quitter vos jobs respectifs. C'est un peu plus... C'était 2017. 2017 ? Ouais. Il existe d'autres applications de coaching aujourd'hui. Quel était le paysage à l'époque sur les applications de coaching personnalisées ? Il y en avait quasiment pas, ou en tout cas on les connaissait pas. Donc pour nous on s'est dit c'est un océan bleu comme on dit en marketing. Il y a pas de marché encore. Enfin, il y a un marché potentiel, mais il n'y a pas d'acteurs dessus, donc c'est une opportunité de se positionner. En creusant petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y en avait un autre, mais deux sur un marché où il y a des millions de coureurs, c'est rien. Donc c'était une grosse opportunité. À cette époque-là, vous vous lancez à corps perdu, vous êtes convaincu que ça peut marcher, que c'est quelque chose qui peut intéresser votre communauté ? Je me lance toujours à corps perdu dans un projet. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre mode. Mais c'est surtout qu'on a rencontré les bonnes personnes. On est 4 cofondateurs. Elodie, parce que Elodie rencontre beaucoup de monde et c'est elle qui amène souvent les bonnes personnes dont j'ai besoin pour faire avancer les projets. Je suis la connectrice. Exactement. Elle rencontre Jonathan, qui a un studio de développement web. Enfin bref, très aligné avec le fait de transformer une idée en un produit. Et on fait des petits projets annexes ensemble autour de Running Addict. On voit que le courant passe. Et quand je lui parle de ce projet-là, même s'il n'est pas coureur, ça l'intéresse quand même de comprendre. Et dans le même temps, j'écris à Tristan, qui avait déjà une chaîne YouTube qui s'appelle Iron Human, où je voyais que ça m'intéressait, la manière dont il parlait, dont il exprimait les choses. C'était cohérent avec ma vision.
Et je lui ai juste dit hey, je vais lancer un projet, est-ce que ça t'intéresse d'en parler? Et 1 heure de call, et ok, c'est bon, c'est parti. Enfin, pas ce qu'on recommande à faire en général quand on s'associe dans un projet, d'étudier un peu plus avec qui on s'associe, mais nous, on s'est lancé en mode on a un bon feeling, allons-y. Et puis tu as raison, parce que vous êtes toujours ensemble aujourd'hui. Oui. À cette époque-là, vous créez donc cette boîte, Campus Coach. J'imagine que c'est la première boîte que vous créez. Oui. Le fait de passer de salarié à entrepreneur et chef d'entreprise, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez potentiellement envisagé avant? Et de quelle manière vous avez vu cette montagne? C'est souvent une montagne quand même à gravir, de devenir entrepreneur. Déjà, je voudrais dire qu'on n'est pas passé de salarié à entrepreneur, on est passé par une phase un peu... moi en tout cas, où j'étais freelance pendant... Parce que je pense que 2 ans. Je me suis mis vraiment à mon compte... Enfin, pas à mon compte, c'est pas ça que je veux dire. Je me suis mise vraiment 100% sur Campus, peut-être en 2021. Donc, j'ai quand même eu une phase où... une phase de transition. Mais après, moi, personnellement, j'ai jamais choisi de devenir chef d'entreprise ou tout ça, quoi. Moi, j'étais graphiste et puis ça m'allait très bien. Mais après, je pense qu'on la voit pas tout de suite, la montagne. C'est petit à petit. Au début, on est 4. En plus, c'était le Covid, donc clairement, on est 4 et on restera 4. Et puis après, en 2021, on se dit ça serait peut-être bien quand même que j'ai quelqu'un qui m'aide pour la communication et tout, donc on embauche une première personne. Donc finalement, c'est petit à petit, c'est horrible l'image que je vais donner, mais c'est un peu le homard qu'on met dans la casserole et puis ça chauffe et puis tu te rends pas vraiment compte que c'est en train de prendre, quoi. C'est une très belle métaphore. Non, mais c'est vrai, mais ce côté que je trouve intéressant, c'est justement le côté néo-entrepreneur où en fait, tu te poses pas de questions parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Quand tu l'as déjà, là, si on devait relancer une entreprise aujourd'hui, vous feriez pas pareil. C'est pas qu'on ferait pas pareil, c'est qu'on se poserait la question à 2 fois, on se dirait est-ce qu'on veut vraiment y retourner? Parce qu'en fait, là, 5 ans après, le truc de les gens disent ouais, mais l'entrepreneuriat, c'est dur parce que, enfin, le but c'est pas de véhiculer le c'est dur. C'est tu t'en rends compte au fur et à mesure que oui, en fait, il faut avoir 45 casquettes différentes. Au début, il faut tout faire parce qu'il n'y a personne d'autre. Et après, quand il y a du monde, il faut gérer ces gens-là et réussir à coordonner le tout. Et c'est pas simple, mais en même temps passionnant. Donc, il faut être passionné par ce qu'on fait. Et si on a ça, on va trouver le chemin intéressant. Mais pour autant, on dit souvent qu'une année sur campus, on a l'impression qu'il s'en est passé 3 par rapport à la vie normale. Mais c'est enrichissant. Il s'est passé tellement de choses. Ouais. On va revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure avec le modèle que vous appliquez aujourd'hui à Campus. Vous n'avez pas de bureau. Vous êtes tous les deux au Havre, mais tous vos collaborateurs sont un peu éparpillés déjà dans toute la France. Il y en a même certains au Québec aussi. Tu parlais tout à l'heure du modèle un peu américain, nord-américain. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est clairement issu de votre expérience là-bas. Sûrement, oui. Parce que, on s'en rend compte parfois, mais je pense que, et Jonathan est actuellement au Canada, donc on a développé ce côté ouvert avec les gens et flexible là-bas. Et le modèle 100% à distance s'est développé à cause de la période Covid, parce qu'à l'époque, c'était... Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Et puis en plus, c'était un peu la mode de se dire peut-être que c'est ça le futur. Je dirais pas que ça c'est nord-américain parce qu'il y a beaucoup de grosses boîtes nord-américaines qui sont revenues à 100% plus de télétravail ou quasiment plus. Mais nous, on s'est développé dans ce modèle-là. On a commencé à travailler avec des gens au Québec, en Espagne, en France, en Norvège. Et du coup, en fait, ce modèle-là s'est fait et on ne peut plus en sortir entre guillemets aujourd'hui. Mais c'est une bonne chose parce que ça a plein d'avantages. Oui, ça a des inconvénients, mais si on l'utilise bien, ça a plein d'avantages qui permettent de dire si la personne la plus experte du sujet que tu as besoin, elle est en Norvège, mince, mon bureau, il est à Paris ou au Havre, tu peux pas travailler avec si t'as pas ce côté... et tu peux pas travailler avec quelqu'un, dire ok, juste lui, il va être en télétravail. Non, parce que si tout ton modèle est basé sur du physique,
ça marchera pas. L'hybride est compliqué. Donc nous, on est 100% télétravail. On a créé notre bureau virtuel, en fait. On a un Discord où il y a des salles de réunion et on a essayé de recréer le maximum de choses pour reproduire les éléments indispensables d'une entreprise en virtuel. On essaie de faire on fait un gros séminaire par an pour que tout le monde se rencontre. Et on essaie de mettre en place aussi des séminaires inter-équipes pour qu'il y ait un peu de physique quand même. Ouais. On est humain, on a besoin aussi de se voir Puis des fois, ça amène aussi l'intelligence collective, de se voir en réel. Il y a des choses qui popent plus facilement. Combien vous avez de collaborateurs aujourd'hui ? Une 50aine. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, l'entreprise a 6 ans. 5 ans, ouais. 5 ans, en 5 ans, ça montre la progression que vous avez eue. Est-ce que vous pensez aussi que le fait que vos collaborateurs sont tous en full remote, que c'est quelque chose qui attire justement à venir vous rejoindre ? Moi, je pense que ça attire et ça aussi, ça nous aide à avoir des personnes qui ont la même philosophie que nous d'entreprise, d'entrepreneuriat. Il n'y a pas tout le monde qui veut travailler de chez soi. Il y a une petite fibre un peu entrepreneuriale dans les gens qu'on recrute. C'est des gens qui veulent prendre part à un projet. C'est des gens aussi potentiellement qui s'ennuyaient dans leur travail. Par exemple, je pense à une collaboratrice qui est ingénieure machine learning, sans la citer. Elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Mais voilà, elle travaillait dans un autre domaine et elle s'est dit, mais moi, ma passion, c'est la course. En fait, j'ai des compétences que je pourrais mettre dans cette passion-là. Donc voilà, donc du coup, elle est venue avec nous au début 5 heures semaine et puis finalement, elle a fini par nous rejoindre complètement parce que finalement, elle vibrait vraiment pour ça, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce sont des collaborateurs qui vous ressemblent ? Oui. J'ai l'impression. Oui. C'est important pour vous ? Enfin, inconsciemment peut-être. Hein. En fait, plus on avance, plus on se rend compte que c'est important. Je prends un exemple. À un moment, on disait pratiquer la course à pied est un plus. Plus ça avance, plus on dit non, on veut des pratiquants de course à pied parce que ça simplifie tellement les choses. On travaille tous autour d'une passion commune et en fait, cet élément-là est l'élément le plus moteur de tous. En fait, tu sais pourquoi tu fais les choses, ça te drive. En fait, le reste avance tout seul. Après, tu parlais du télétravail. Tout le monde n'est pas fait pour. On a très peu d'expériences où ça s'est mal passé parce qu'en fait, justement, ce côté en entretien, sentir que la personne vibre pour le truc, ça va passer au-dessus de tout le reste. Et après, on essaye de s'adapter au mieux pour que les équipes soient homogènes et que ça fonctionne. Mais jusque-là, on n'a pas eu vraiment de problème avec ça. Campus Coach, je ne vais pas mâcher mes mots, est un succès. Est-ce que vous êtes les premiers surpris de ce succès ? On est toujours surpris de se dire waouh, ça part vite et il y a une belle croissance, hein, mais après je pense qu'on essaye de faire les choses bien, donc c'est un bon retour, on va dire, de notre travail. Et on a fait un peu les choses à l'envers par rapport à d'autres entreprises où on avait déjà une notoriété de par Nico et Tristan, ce qui nous a aussi aidé à ce que ce soit un succès plus rapide, on va dire. Après, moi, la notion de succès, c'est pas... Enfin, tout est toujours relative. Et tu parlais de 12 millions de personnes qui disent courir en France. Moi, tant qu'on est... Non, mais en fait, c'est ce côté optimisation. Je me dis, c'est bien ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis très content. Mais en fait, on a tellement de choses encore qu'on peut faire que moi, je vis pas dans le passé et je suis toujours dans le futur. Et j'adore vivre comme ça. En fait, c'est pas... certains pourraient dire, ouais, mais du coup, tu prends pas le temps de fêter les victoires. C'est pas que non, je suis content. Mais en fait, je suis toujours dans, oui, mais bon, maintenant on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Dans un côté qui est fatigant parfois pour les autres, mais en même temps, c'est toujours dans le, oui, mais regardez, il y a ça qui est... Ça, si on travaille là-dessus et qu'on arrive à améliorer la qualité des entraînements parce qu'on aura appris de tout ce qu'on a fait dans le passé. Et en fait, c'est infini, mais infini dans le sens positif du terme. Effectivement, comme vous le dites, l'entreprise grandit, prend de plus en plus d'ampleur, vous êtes de plus en plus visible, vous êtes partenaire de pas mal de courses ces temps-ci, vous vous diversifiez aussi parce que vous avez recruté il n'y a pas très très longtemps un spécialiste du trail. Un certain Mathieu Blanchard. Énorme communauté aussi, un des
plus grand spécialiste du trail en France. Déjà, comment l'approche est arrivée et comment vous avez réussi à l'intégrer dans la Team Campus? Alors déjà, on a un point commun, c'est qu'on a fait 10 ans au Québec sur la même période, on a le même âge, il est ingénieur. Bon, je pense que tout ça, déjà, ça donne une base qui fait que tu c'est te ton comprends. frère jumeau. C'est ça. Voilà. Sauf que les qualités physiques sont pas les mêmes. Ouais. Mais j'aimerais bien avoir aussi cet aspect. Mais grosso modo, on s'est croisés pas mal sans se voir régulièrement au final au Québec. On a aussi pas mal d'autres connaissances communes parce que le réseau autour de la course à pied est pas si grand que ça au Québec. Donc on se connaissait, on connaissait un peu. Et au final, l'année dernière, lui s'est lancé en mode OK, 2023, je fais mon année à plein temps en tant qu'athlète de haut niveau parce que j'ai le potentiel pour. Et c'était une année qui a été difficile pour lui dans le sens où en fait athlète de haut niveau à plein temps, ça te laisse beaucoup de temps pour t'entraîner, mais aussi beaucoup de temps pour être avec ta tête et tes pensées et te dire et te mettre la pression. Et comme son année, et en fait il s'est rendu compte à la fin de cette année que il lui restait beaucoup de place pour faire autre chose, sans avoir un vrai job à plein temps, se dire ok, j'ai envie de contribuer à quelque chose qui intellectuellement me challenge et me rend un équilibre entre ma pratique sportive et du coup il cherchait un projet autour de sa passion évidemment, et du coup on s'est croisés 1 ou 2 fois à l'été 2023, on a couru ensemble, on a vu que le courant passait bien, on a échangé, et puis après ça a pris un bon 6 mois avant qu'on acte quelque chose, mais au final on a attendu en fait de se dire non, ça match vraiment, on sait ce qu'on veut faire ensemble, et aujourd'hui il passe 2 jours par semaine avec nous pour développer les entraînements trail, développer les contenus autour du trail, la philosophie, et vraiment essayer de nous amener le plus loin possible. Pas en ce moment, parce que là il est actuellement au Yukon en train de faire une course dans le Grand Nord canadien. On peut pas tout faire. Le reste du temps est avec nous. C'était une demande de vos abonnés, de vos clients, d'avoir une partie spécifique sur le trail, ce que tu pouvais peut-être pas donner, toi? Oui, on pouvait donner, mais pas aussi bien qu'avoir un expert. Et nous, quand on veut faire quelque chose, on veut faire du mieux possible. C'est pour ça que autant parfois, on peut être plus lent que d'autres à sortir certains aspects, mais on se dit non, nous on a un niveau de qualité qui est là, on fait pas en dessous, et du coup pour faire ça, à l'interne on n'avait pas les bonnes personnes. Donc en fait dans tous les cas, on avait besoin de quelqu'un. L'opportunité a fait que Mathieu était intéressé, mais le trail s'est demandé depuis très longtemps, parce que si je prends le leader de notre communauté, enfin originel sur campus, celui qui gère les groupes de course, Johan, c'est un passionné de trail. Et on en a plein dans l'équipe qui pratiquent le trail. Donc en fait, quand on leur a annoncé, littéralement au séminaire d'équipe l'année dernière, on l'a annoncé à tout le monde. On a amené Mathieu Blanchard dans la salle. Et là, ça a été le choc, Père Noël, quoi. Ouais, le Père Noël, exactement. Qu'est-ce que ça va amener, cette arrivée de Mathieu Blanchard dans la Team Campus? Plein de choses. Moi, je trouve, ce que j'aime, c'est que ça amène un côté qui me plaît, donc ingénieur dans les choses, méticuleux, très qui carré. sait comment faire les choses, et qui veut les optimiser. Enfin, vraiment tout ce que j'aime à titre perso. Un gros biais, évidemment, mais moi, je suis très content de ça. Et en fait, Mathieu, il amène plein de choses, c'est-à-dire le côté, je connais le sport, je suis un fan de comprendre les choses, je le pratique à haut niveau depuis pas mal d'années, donc j'ai une connaissance aussi du terrain, j'ai un super réseau. Vu qu'il s'intéresse à tout, le marketing et comment vendre les choses, ça l'intéresse aussi. Donc en fait, il s'implique dans tous ces aspects-là. Et la communauté, il trouve ça passionnant qu'on réussisse à avoir une communauté autour du sport. Donc on partage, je pense, toutes les valeurs ensemble. Et en fait, ça, c'est la base d'une bonne collab. Et je pense qu'en termes si je parle en marque employeur, d'avoir des personnalités comme ça du monde de la course à l'intérieur, enfin qui sont dans l'équipe, ça aide aussi. Alors, on l'a pas encore vu, mais ça peut aussi attirer d'autres profils intéressants à recruter parce qu'ils se disent ils ont des gens, ils savent, enfin ils embauchent les meilleurs en gros. Donc ça peut aussi aider à trouver d'autres talents. Exactement. Nico, tu parlais de valeurs, des valeurs avec Mathieu que vous partagez. Quelles seraient les valeurs de campus? Alors, c'est un mot qu'on aime bien utiliser en interne, que j'aime
pas trop voir utiliser, ce que souvent c'est pour se mettre une valeur, se coller une étiquette. Moi, ce que j'aime voir sur campus, c'est le côté bienveillant de la communauté. En fait, on est pour la performance, pour que les gens s'améliorent, mais on veut que ça soit dans le côté sain de la chose, qui reste en fait avec un côté positif. Typiquement, les gens qui sont surperformeurs vont pas se sentir à l'aise sur campus, et c'est normal, parce que nous, ce qu'on vise, c'est d'aller accompagner les 95% de coureurs qui font ça pour s'améliorer, se sentir en forme, être dans l'équilibre performance-loisir, en fait. Il y a toujours un équilibre. Certains vont être à 80-20, d'autres à 50-50, mais on veut pas le 100% zéro. On veut des gens qui sont pour aller chercher le plaisir, et ça, en fait, le critère commun qu'on a trouvé, c'est la bienveillance avec les autres. C'est de dire, ma pratique m'intéresse, mais en lien avec ce que font les autres, d'aller échanger et en fait de s'améliorer tous ensemble. La bienveillance, Elodie, quelle autre valeur tu verrais dans campus ? Je pense que l'autre valeur qu'on a, c'est vraiment notre côté expertise et qualité de ce qu'on veut faire. Comme disait tout à l'heure Nico, des fois on tarde un peu à sortir des fonctionnalités ou des choses importantes de la plateforme. Et c'est parce qu'on veut toujours apporter amener le mieux qu'on peut faire. On veut pas amener des choses. Bon on sort ça et puis on améliorera plus tard, quoi. On veut que les gens, quand ils arrivent sur la plateforme, qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité, ils sont contents. Et ils disent ah ouais, on a bien fait d'attendre parce que c'est de niveau, quoi. Donc ouais. Je vais te donner un exemple. On est en fin de podcast, ils nous écouteront pas de toute façon, ces gens-là, parce qu'ils n'arriveront pas jusqu'ici. Évidemment. Mais les chiffres le prouvent. Les négatifs n'arrivent pas à la fin des. On s'est fait tacler 2-3 fois sur le sujet. Pourquoi ils ont une aussi grosse équipe, ils sortent rien au final. Mais quand on sort des trucs, comme aime dire Tristan, à chaque fois c'est des bangers. En fait, le but c'est d'arriver avec. Ouais, on a travaillé dans notre coin pendant longtemps, mais c'est parce que c'est ça. Je prends l'exemple de la préparation physique. On n'a pas dit tiens, on vous envoie un PDF avec 3 exercices. Non, on a fait de la préparation physique individualisée pour chaque profil de coureur, pour se dire comment on fait pour réussir à proposer ça. Ça n'existe pas. Bon, ça n'existe pas, il faut prendre un peu de temps pour se dire comment on le construit, c'est quoi les règles qu'on veut définir, filmer les 150 exercices et toutes les variantes qui vont avec pour que ça soit fait. Enfin, on fait vraiment les choses à fond. Et quand on veut faire le trail, avant de mettre en avant le trail à 100%, on se dit non, on travaille avec Mathieu depuis juin, on le sort en janvier, et pendant 6 mois, on accepte de ne pas parler de Mathieu Blanchard. Les gens vont dire ouais, Mathieu Blanchard, c'est du marketing. Si ça avait été du marketing, on vous l'aurait présenté dès le mois de juin et on en aurait fait des caisses pendant tout le temps de travail. Nous, c'était plutôt non, on veut le bon produit, et du coup, on travaille dans notre coin. Et quand on vous parle de Mathieu, c'est parce qu'on est sur le point de sortir ça, et que ça va être au niveau de qualité que nous, on accepte de sortir, et que lui, il accepte, parce qu'il a le même niveau d'exigence. Et dans tous les cas, on ne sort pas quelque chose si c'est pas... si les gens vont pas se dire « Ah, c'est vraiment bien ». C'est ça notre critère, en fait. La réponse aux détracteurs. C'est ça. Elodie, Nico, l'appli Campus, le blog, les podcasts, YouTube, vous occupez tout l'espace, et tout ça, ça prend forcément beaucoup de temps. La question est simple, des fois, c'est pas un peu trop pour vous? En tant que couple, tu veux dire? Écoute, c'est toi qui l'as dit. Donc en tant que couple, mais en tant qu'employé, en termes de charge de travail, est-ce que des fois vous n'êtes pas un peu surmené, surchargé? On a une règle à la maison, c'est que après 19h, on n'a plus le droit d'en parler. Oh, d'accord, c'est une bonne règle. C'est pas toujours facile à respecter, mais on essaye de se le rappeler l'un l'autre. C'est ça, c'est difficile des fois, mais ouais, du coup, ça nous permet quand même d'avoir des soirées où on parle d'autre chose que de campus, parce que c'est vrai que quand on travaille ensemble, qu'on vit ensemble, en plus notre bureau, c'est notre appart, donc c'est vrai qu'on peut vite se sentir dépassé, on est cette règle-là. Mais après, une entreprise, c'est comme un bébé, en fait. Donc, tu y penses H24 sous la douche, quand tu cours, dans ton sommeil. Enfin, voilà. Donc, le week-end, on y pense aussi. Donc, forcément, c'est normal c'est normal que ça prenne tout l'espace. Mais voilà, on essaye d'avoir
des loisirs à côté. Et c'est pas difficile justement après 19h ou le week-end, voilà, il y en a un qui a une idée, faut vite que j'en parle à l'autre sinon je vais oublier. Et... C'est dur, mais en fait c'est une règle qui est indispensable, donc on essaye de les poser, les idées, et on s'en parle. L'avantage c'est que maintenant, en réalité, on travaille de moins en moins ensemble, parce que vu qu'on a une équipe plus large, en fait, chacun travaille avec des gens différents et on se partage des trucs, mais c'est moins grave si on se les partage pas qu'avant, où en fait c'était quasiment du 1-1 et on était obligé de le faire. C'est presque plus simple aujourd'hui. Et du coup, sur l'aspect, tu disais, est-ce que c'est pas difficile ? Oui, mais moi, il y a eu un déclic quand on a commencé à travailler avec des gens, de se dire, en fait, tu peux avoir autant d'idées que tu veux, si tu arrives à mettre les bonnes personnes en face pour travailler dessus, elles sont gérables. Bon, jusqu'à un certain point. Mais là, aujourd'hui, chaque année, en fait, mon équilibre, il change et il est toujours plus complexe et en même temps, ça passe. Être sur campus... En fait, sur chaque projet, j'essaye d'être sur le minimum de temps qui permet d'avoir le maximum de résultats. Et du coup... en gros, sur une semaine, je fais entre 3 et 4 jours complets sur campus, plutôt 4 que 3. Et j'essaye d'avoir un jour dédié à Running Addict sur la production de contenu. Il faut que je sois à l'écran, donc ça, je peux pas le déléguer. Mais dans le même temps, j'ai des super personnes qui travaillent autour pour essayer de prendre tous les aspects que je peux plus gérer. Et en fait, déléguer quand tu as des personnes passionnées qui font avancer le truc, c'est hyper intéressant et ça te permet d'ouvrir de nouvelles voies. Cette année, je vais essayer de lancer le podcast en étant sur du 1 fois par semaine. Je pense que ça peut se faire. C'est un bon rythme. Ouais, ça va pas être simple, mais en même temps, le challenge m'intéresse et je pense que tout ce que je fais contribue à Campus au sens large. Donc, pour moi, c'est évident de dire OK, on essaye, on fait au mieux. Et s'il faut s'ajuster, on s'ajustera. Mais je refuse de ne pas faire en me disant peut-être que ça fera trop. Même si parfois ça fait des erreurs, mais... Autant essayer. Voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, t'aimes pas trop regarder dans le passé, t'es plus quelqu'un qui a le regard tourné vers l'avenir. Je vais te demander quand même de regarder un peu dans le rétro, là, de vous poser à l'instant T, de regarder un peu en arrière et de voir un peu tout ce que vous avez construit, à quel point vous êtes fiers, à quel point vous êtes heureux d'avoir construit ce que vous avez construit. Moi, j'ai un exemple très simple qui me rend fier. C'est hier, là, au jour où on est aujourd'hui, hier soir, je sors une vidéo sur j'arrête le marathon performance parce que ça, typiquement, il faut faire des choix quand même à des moments, tu ne peux pas tout faire. Donc ça, je le mets de côté pour me dire ça passe plus avec les projets pro. Et dans les 250 commentaires que j'ai eus, parce qu'il y en a eu énormément, j'ai 99% de gens qui sont en mode bienveillant, positif. Et ça, en fait, c'est le plus important. C'est oui, construire une grosse communauté, ok, mais la bonne communauté avec les gens qui ont le bon état d'esprit, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir ça et de voir ceux avec qui j'ai collaboré, des Nassim Saïli, des Eric Flag qui viennent commenter et mettre un truc super gentil. Ça, c'est fierté extrême, c'est ça le plus important pour moi. Et pour toi, Elodie ? Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte. Là, ça fait 10 ans, on va dire, que Running Addict est sorti. Fierté, c'est vraiment d'en être là où on en est et d'avoir pris notre passion. Bon, lui, c'est le running. Moi, c'est plus comment on pourrait appeler ça, rassembler des gens autour de leur passion. Moi, c'est plus ça qui me passionne. Ouais, la cohésion, mais vraiment que les gens passionnés puissent se réunir et voilà, créer une communauté entre eux. Ça, c'est vraiment ça. C'est ce que j'avais fait aussi à Montréal autour de la photo. Donc moi, c'est ça aussi qui m'a... Oui, tu faisais des balades photos. Non ? Ouais, photo walk, exactement. D'ailleurs, ça existe toujours, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a repris. Mais voilà, moi, c'est ça qui me passionne, c'est l'humain. Donc aussi d'avoir réussi en 10 ans à rassembler une aussi énorme communauté, et comme disait, en plus bienveillante, par-dessus le marché, et de pouvoir en vivre aujourd'hui, ça, c'est vraiment une fierté. Et de pouvoir continuer à mettre le graphisme aussi un peu dedans, c'est bien aussi. On est au début de l'année 2025. Quels sont les objectifs ? Quels sont les projets là, pour l'année qui arrive ? En tout cas, ceux que vous pouvez annoncer. Pour moi, l'objectif, il est de continuer sur la dynamique qu'on a. C'est-à-dire, et peut-être on pourrait dire mais c'est pas un objectif ça, mais c'est tellement difficile. Oui, on a doublé notre taille d'équipe en 1 an et on fonctionne toujours bien. Il y a toujours la même dynamique. Et ça, on se rend compte en fait à quel point c'est difficile
Et ça, déjà, si on arrive à le faire une année de plus avec le même rythme de croissance effréné, bah, ça sera déjà une super réussite. Et en fait, moi, si je coche juste cette case-là cette année, ça m'ira très bien. Au-delà de tous les projets qu'on a concrets, j'aime le mode dans lequel on est maintenant, où on travaille avec les gens, c'est efficace, c'est intéressant, et je veux juste que ça continue, parce que c'est la partie où moi, en tout cas, je suis épanoui dans ce que je fais. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Il y a une question traditionnelle que je pose à tous mes invités qui passent derrière ce micro. Cette question, la voici. Vous pouvez répondre à tour de rôle et choisir le temps qu'il vous faudra pour répondre. Cette question, c'est pour vous, les amis. Le Havre, ça représente quoi ? Moi, en 2 mots, chez moi. Élodie ? Le Havre, je pense que moi, je l'ai un peu détesté quand on est adolescent. On dit c'est nul le Havre, etc. Mais c'est vrai que finalement, on y est revenu. Je pensais pas y revenir et finalement, on est de retour. Donc, c'est vrai que c'est un beau mot de dire que on a Montréal et on a le Havre. Et en vrai, je suis assez fière quand on me demande d'où je viens, à chaque fois, je suis fière de vendre le Havre. Donc, chez moi aussi. Bah, merci. Merci à tous les deux, merci Nico, merci Élodie d'être venu derrière ce micro. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Je le disais un peu partout, les amis. Campus Coach, forcément, si vous avez besoin si vous avez des objectifs de running, un 10K, un semi, un marathon, voilà. Allez même de pratiquer sans objectif, juste pour courir. Juste pour sa courir, santé. voilà. Campus Coach est là. Vous pouvez retrouver Nico sur son blog, bien sûr, Night Dict, sur les podcasts également, et aussi sur YouTube. Encore une fois, les amis, merci à vous d'être passés dans le Pod Yaourt. Un remerciement très spécial à la Normandie Web School aussi, qui nous accueille aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao. Salut. Salut.